Nous sommes en 2007 quand les Français entendent à la radio la voix d'une nouvelle chanteuse R&B. J'essaie de t'oublier avec un autre. Le temps ne semble pas comme mes défauts. J'essaie mais rien n'y fait. Je ne veux pas, tu n'y arrives pas. Je ne l'aime pas comme toi. Elle s'appelle Vita, elle a 25 ans et ce que personne ne sait à ce moment-là, c'est que derrière le succès qu'elle est en train de connaître se cachent plus de 6 années de galères, de portes fermées et de chansons refusées par à peu près tout le monde. Et ces galères ne vont pas s'arrêter là. Il lui faudra en réalité près de 15 ans avant de s'installer définitivement dans le paysage musical français. 15 ans de doute, de remise en question, de haut et de bas, et tout ça s'est passé sous nos yeux. Alors comment c'est possible? Pourquoi elle a mis autant de temps à convaincre? Et comment Vita a réussi à devenir l'une des rares artistes du R&B des années 2000, encore présente aujourd'hui, et même l'une des plus solides de sa génération, là où beaucoup d'autres ont disparu. Pour comprendre tout ça, il faut que je vous ramène au tout début des années 2000. Et en parlant des années 2000, en ce moment je suis un peu chafouin parce que hier soir je suis allé voir un concert spécial années 2000, il y avait toutes les stars de notre enfance, il y avait mon crush d'enfance, Alizé, il y avait Nadia, il y avait les L5, et il manquait le chanteur qui m'a appris à danser quand j'avais 5 ans, Billy Crawford. J'avais révisé la choré, j'avais même prévu le bandana. Et bon bah malheureusement il a pas pu être là. Bon résultat, quand je suis rentré chez moi j'étais un petit peu tristounet, jusqu'au moment où je me suis souvenu que j'avais mon dessert offert à vie avec le sponsor le plus gourmand qui régale tout YouTube ainsi que cette vidéo, HelloFresh. Et d'un coup ça allait beaucoup mieux. Et merci à eux d'ailleurs parce qu'en rentrant du concert, j'avais super faim. Et en à peine 15 minutes, je me suis préparé un tikka bol express grâce à une fiche recette ultra simple. Regardez-moi cette œuvre d'art. Désormais je ne répondrai qu'au nom de Chef Nostalgic Kid. Et pour le dessert j'avais le choix, il y avait du crumble, du lava cake, tiramisu, mousse à la pistache et plein d'autres encore. Mais bon, comme je suis un gros fan de caramel, j'ai choisi les petites tartelettes au caramel. Et pour les gourmands comme moi qui veulent en profiter aussi, si vous commandez pour la première fois, vous avez des repas à moins de 3 € par personne sur la première box, avec des desserts offerts au choix à vie grâce à mon code Nostalgic Kid. Que demander de plus? Et Billy Crawford, si tu passes par là, t'as intérêt d'être là la prochaine fois que je viens te voir. Nous sommes en 2001 et depuis les années 90 jusqu'à cette époque, les rappeurs ne chantaient quasiment pas. Non, on pousse pas trop la mélodie. À ce moment-là, pour les refrains, on fait appel à des chanteuses R&B. Je sais, allez monte Et parmi ces voix-là, il y en a une qui est encore presque inconnue du grand public, mais qui commence doucement à se faire entendre par les amateurs de rap et de R&B français. Elle essaye tant bien que mal de se faire une place dans la musique, mais du côté des maisons de disques, personne ne veut vraiment lui laisser sa chance. Elle s'appelle Charlotte, elle a 18 ans, et elle a choisi comme nom de scène le deuxième prénom de sa maman, Vita. C'est une jeune femme déterminée, en avance sur son parcours scolaire, qui a eu son bac à 16-17 ans, et qui, après avoir brièvement tenté la fac, quitte le foyer familial avant sa majorité. Elle part travailler dans une boutique de la Pardieu à Lyon, sa ville natale, tout en essayant de percer dans la musique à côté. Mais avant même d'être passionnée par le chant, Vita est avant tout passionnée par l'écriture. Et ça tombe bien parce qu'elle a énormément de choses à raconter. Ses failles, ses doutes, et surtout les trahisons qu'elle traverse dans sa vie amoureuse. Depuis des années, elle écrit des chansons qui ne formeront qu'un seul et même projet, un album intitulé À fleur de toi, des titres qui ressemblent à un véritable journal intime et qu'en 2026 tout le monde connaît et chante par cœur, sans se douter qu'en réalité ces titres existent depuis plus de 25 ans. Et pour cause, à l'époque, personne ne veut de cet album. Les chansons sont prêtes, mais elles vont mettre plus de 6 ans avant d'arriver jusqu'aux oreilles du grand public. Tellement longtemps que l'une d'entre elles que vous connaissez tous aujourd'hui était déjà sortie en 2003 sous une autre version sur une compilation qui réunissait pas mal d'artistes de l'époque, Vibe, Wallen, Asia, Jalan. Cette chanson elle vient d'une histoire vraie, elle parle de la trahison qu'a connue Vita par sa meilleure amie et son copain de l'époque qui ont eu une relation derrière son dos. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a parmi vous qui l'ont connu à cette époque parce que à ce moment-là on est vraiment très loin d'une diffusion grand public. Son nom circule surtout chez les amateurs de rap et de R&B, on l'entend dans les refrains en featuring avec des rappeurs, sur des compilations, et justement parmi toutes ces participations, il y en a une en particulier qui va tout changer. Une compilation qui va lui faire rencontrer une personne clé dans son parcours, qui va avoir un rôle déterminant pour la suite de cette histoire. On est maintenant en 2003, Vita continue son petit bout de chemin dans la musique, mais la réalité c'est que
sa vie est quand même très éloignée de ce monde. Elle a repris ses études, le soir elle est serveuse, et dès qu'elle a du temps libre, elle fait des allers-retours entre Lyon et Paris. Et cette année-là, on l'invite à participer à la compilation Double Face 5 pour chanter sur un morceau aux côtés de deux noms déjà bien installés dans le rap français, Pete Bacardi et Diams. Pour reposer un petit peu de contexte, à ce moment-là, Diams n'a pas encore explosé auprès du grand public, on est juste avant Brut de Femme, et la rencontre entre Vita et Diams va tout changer. D'abord humainement, parce que sur le papier, il y avait vraiment rien qui les prédestinait à s'entendre. Elles ne viennent pas du tout du même univers, elles ne viennent pas de la même ville, elles n'ont pas le même parcours, et pourtant, après ce titre, elles gardent contact, elles deviennent amies, puis de plus en plus proches, au point de se confier de plus en plus. Et elles vont très vite se rendre compte qu'en fait, elles se complètent très bien. Diams, à cette époque, met la musique au centre de tout, elle prend trop les choses à cœur sur ce sujet, quitte à s'y perdre, tandis que Vita, elle avait une approche plus équilibrée, plus posée, et c'est sa passion aussi, mais elle mettait beaucoup de limites, et elle n'oubliait pas qu'avant tout c'était un travail. Et cette différence va, en quelque sorte, aider Diams et certainement lui donner envie quelques années plus tard de lever le pied. Et professionnellement aussi, il se passe vraiment quelque chose, parce que Diams, dès qu'elle entend la voix de Vita, elle se prend une énorme claque. Elle voit immédiatement le potentiel, et plus elle réalise le contraste entre le talent de sa meilleure amie et le manque total d'intérêt des professionnels, plus ça la rend folle, parce que le premier album de Vita, il est prêt depuis hyper longtemps. Les chansons sont là, elles sont puissantes, elles sont bien écrites, très personnelles, c'est fédérateur aussi, il y a beaucoup de femmes qui peuvent se reconnaître dans ce qu'elles racontent. Tout est réuni pour que ça marche, sauf l'essentiel, un label pour financer et promouvoir ce projet, parce que à l'époque, tout seul, c'était très compliqué de pouvoir vivre de sa musique. Et Diams passe son temps à rassurer Vita, elle lui dit ne lâche rien, s'ils veulent pas te signer, t'inquiète pas, nous on va le faire, on ira casser les portes nous-mêmes pour que ça marche. Et avec du recul, je pense qu'à cette époque, Diams avait déjà une vision très claire, elle savait que si elle allait percer, elle embarquerait Vita avec elle. Vous avez peut-être encore jamais écouté ces titres et tout, mais j'ai jamais ressenti un truc comme ça moi, avec une chanteuse. C'est un truc de ouf. Comme elle écrit, et voilà, c'est quelqu'un avec qui j'aimerais travailler, et c'est vraiment mon coup de cœur musical. Cette meuf-là, elle me tue. Parce qu'il y a vraiment un monde où Vita ne perce jamais, où elle aurait pu ne jamais se faire connaître du grand public. Pas parce qu'elle chante mal, au contraire, mais parce que les maisons de disques ne savaient pas où la mettre, on lui disait qu'elle n'avait pas le physique de sa voix, qu'elle était un mélange bizarre entre variété française et R&B, et à cette époque, les cases étaient très fermées. Si t'es blanche, on t'imagine plutôt dans la chanson française, pas dans la soul ou le R&B. Certains iront même jusqu'à lui proposer de changer complètement d'image, de la transformer en bimbo pour coller au marché. Bref, on ne lui reprochait pas son talent, on lui reprochait de ne pas correspondre aux clichés qu'on se faisait de ce style de musique. Et pendant près de 6 ans, c'est le même scénario. J'étais à Lyon, donc je vivais sur Lyon, parce que je suis lyonnaise de base. Et mon manager qui vivait à Paris m'appelait quasiment tous les mois. Il avait des rendez-vous chez Sony, chez Universal, chez Columbia, chez plein de labels, de maisons de disques. Et moi, je m'accrochais à ça, si tu veux. Il y avait presque écrit dans mon calendrier, demain il va chez Sony, demain il va chez... Et j'attendais qu'il m'appelle comme une gosse, pour qu'il me dise alors. Donc il y allait, il faisait écouter mes chansons. Et donc cette anecdote que je raconte, en fait, j'étais sur le parking, je me rappelle, j'étais en train d'acheter des trucs dans un magasin pour chez moi, et il me raconte une énième fois, et je crois que c'était la dernière fois, la dernière major qu'on n'avait pas encore vue. Et il sort et il me dit, bon, c'est compliqué en fait. Voilà, on comprend à ce moment-là qu'il n'y a pas de case pour moi, il n'y a pas de case pour ma musique. Je suis entre la musique urbaine et la variété française. À ce moment-là, il y a très peu d'artistes qui font cette musique-là. Donc les maisons de disques ne sont pas intéressées ou ont peur d'y aller. Donc les maisons de disques nous disent ça parle à qui, on en a peur. Et donc moi à ce moment-là, je me rappelle de ce jour-là où j'avais presque tout mis sur ce rendez-vous. Et puis ce rendez-vous finalement qui échoue complètement. Et là je me dis ok, c'est là que je me dis je vais partir. Je vais pas attendre toute ma vie. Ça faisait déjà 2 ans que j'avais repris mes études. Je me suis dit qu'est-ce que je fais si au bout de mes études il n'y a pas quelque chose, je sais pas, professionnellement, une espèce une ouverture. Bon, je vais pas faire ça toute ma vie, quoi. Je vais pas attendre toute ma... J'écrirais des chansons dans ma petite chambre, mais c'est très bien. Et j'allais partir à ce moment-là, ouais. Et le destin. Et le destin est écrit différemment, c'est comme ça. Même si je pense qu'il faut déclencher des choses, je pense que tout est écrit, moi. On est maintenant en 2005-2006, Vita commence à être de plus en plus reconnue dans le milieu, mais elle travaille dans l'ombre. Elle commence à écrire pour d'autres artistes, notamment le premier album de Mélissa M. Et à cette époque, quand Vita monte à Paris pour la musique, elle dort chez sa meilleure amie Diams. Les deux passent des soirées entières à discuter, parfois jusqu'au petit matin. Diams racontera plus tard dans son livre qu'elle refaisait tellement le monde sur son canapé qu'un jour Vita a même raté son train tellement elles avaient parlé toute la nuit. Et c'est justement en souvenir de ces soirées-là qu'elles vont avoir l'idée d'écrire une chanson. Une chanson
où deux copines se confient en pleine nuit, assises sur un canapé. L'une a des doutes sur la fidélité de son mec, l'autre lui dit mais viens on va voir où il est, ce qu'il fait, et évidemment elles le surprennent en pleine infidélité. Elles écrivent le morceau, vont de plus en plus loin dans le scénario, jusqu'à imaginer à la fin carrément tuer le copain de Vita. Elles se disent bon de toute façon on s'en fout, le titre il est trop long, il fait plus de 6 minutes, il y a même pas de refrain, ça passera jamais en radio, donc autant se faire plaisir à fond. Sauf que ce morceau un petit peu ovni va atterrir sur l'album que Diams est en train de préparer, Dans ma bulle. Et contre toute attente, le titre va non seulement être diffusé en radio, mais surtout exploser auprès du grand public. Tu sais pas toi, ça fait de Montrez-lui qu'on a Paris, tout le monde. Elle s'appelle... la nuit, elle a un mec, j'ai pas fini, je les ai vus ensemble. Et je suis sûre que là tout de suite, il est avec elle, j'ai fait. Confession Nocturne devient un raz-de-marée, numéro 1 pendant des semaines, surdiffusé en radio et à la télé, et surtout un hymne que des milliers de femmes vont s'approprier. Vita expliquera plus tard que le succès du titre vient de son côté un peu girl boss, de femmes qui reprennent le pouvoir face à une trahison, un morceau dans lequel beaucoup se sont reconnus, et encore aujourd'hui en 2026, c'est toujours un raz-de-marée dès qu'il est diffusé en soirée. Le titre devient tellement culte qu'il aura même le droit à sa parodie par Michael Youn et Pascal Obispo, qui reprennent exactement les mêmes codes et les mêmes équipes pour refaire le clip. Le succès du morceau est tellement immense que ça propulse Vita aux yeux du public, et désormais, les personnes de l'industrie ne peuvent plus faire comme si elle n'existait pas. Confession Nocturne devient un véritable sésame pour Vita. Du jour au lendemain, tous les professionnels qui refusaient de la signer quelques mois plus tôt se mettent à s'intéresser à elle. Les appels s'enchaînent, les propositions aussi, et les enchères montent. Et à ce moment-là, alors qu'elle est en train de vivre le moment qu'elle a peut-être le plus attendu, elle a quand même un petit pincement, et elle se prend surtout un gros choc. Parce que faut se mettre à sa place, depuis 6 ans, elle n'entendait que des « non mais ta musique elle est nulle, on n'en veut pas, tes chansons ça marchera jamais », et à force de se prendre des portes, elle a un petit peu fini par l'intégrer. Elle a commencé à douter d'elle, de ses textes, de sa voix, de son projet, et puis elle a commencé à se questionner sur sa musique. Elle se disait peut-être que ma musique elle est nulle. Et du jour au lendemain, les mêmes personnes qui avaient écouté ces mêmes chansons quelques mois plus tôt, ils reviennent avec le discours inverse en lui disant « Non mais attends, mais tes musiques elles sont géniales Vita, faut vraiment qu'on te signe ». Et là elle comprend très vite que dans ce milieu, il y a beaucoup d'hypocrisie. Elle comprend que la qualité des chansons ne suffit pas, que parfois ce qui compte c'est pas le talent, mais le contexte, le buzz, le bon moment, la bonne exposition, et elle réalise à quel point les décisions artistiques sont souvent dictées par des calculs plutôt que par des vraies convictions. Sauf que cette fois-ci, les cartes ont changé de main. Ce n'est plus Vita qui court après les labels, c'est eux qui courent derrière elle. C'est elle qui est désormais en position de force et qui va prendre le temps d'étudier toutes les demandes qu'elle reçoit, et son choix va être évident, elle décide de travailler avec celle qui a toujours cru en elle, Diams. Quelques mois plus tôt, Diams a pris les rênes du label Motown France en tant que directrice artistique, et c'est elle qui choisit les artistes à signer. Et quand Pascal Nègre, PDG d'Universal, lui propose ce poste, elle l'accepte à une seule condition, qu'on signe Vita. Et c'est ce qu'ils vont faire, elle sera la première artiste à signer sur ce label et pourra enfin sortir ce premier album qui repose sur ce qui a toujours fait sa force, une sensibilité brute, une voix chargée d'émotions et des textes très personnels. Le thème principal, c'est surtout les ruptures, les trahisons, les histoires d'amour compliquées, qui étaient des choses qu'elle avait réellement vécues et qu'elle avait besoin d'extérioriser. La plupart des chansons avaient été écrites 6 ans plus tôt, elles sont retravaillées, modernisées, et le résultat dépasse toutes leurs attentes. Musique avec Vita, ce nom ne vous dira peut-être rien, mais tout cela est une question de génération. Cette jeune chanteuse de R&B est en passe de devenir une véritable idole chez les adolescents. Son album s'est vendu en quelques semaines à plus de 100 000 exemplaires et sa marraine n'est autre que Diams. Une vraie revanche pour cette jeune chanteuse de 24 ans qui a connu des débuts difficiles. Les chansons deviennent des hymnes, en particulier pour les femmes qui se reconnaissent dans les textes écrits. J'essaie de t'oublier avec un autre. Le temps ne semble pas comme mes défauts. Et pas un autre que je veux, mais toi. Même si les autres tournent autour de moi. Sans l'expliquer, je n'ai Dieu que pour toi. Regarde-moi au moins une fois. Il y a aussi ce titre magnifique qu'elle a écrit à sa mère, je trouve que c'est l'un des plus beaux titres de sa carrière. En tout cas, c'est mon préféré. Toi, c'est pas ça, c'est difficile de toi. Si forte et indépendante, s'entendrait-on mieux que ça?
à des étapes de chez toi. Et résultat, l'album se vend à plus de 450 000 exemplaires. Aujourd'hui, on peut presque doubler ce chiffre. Il entre directement numéro 1 des ventes et devient la plus grosse vente d'albums féminins de l'année 2007. Vita est au sommet cette année-là, et pourtant, ce succès va aussi lui faire peur. Elle expliquera plus tard qu'elle a eu besoin de prendre du recul pendant cette période. Parce qu'elle est quand même passée de « j'ai une vie de monsieur et madame tout le monde, et je suis pas sûre de réussir dans ce milieu » à « toute la France s'arrache ma musique ». Elle a jamais cherché à se faire des amis dans l'industrie, elle sort très peu, son noyau c'est sa famille et 2-3 amis proches. Tout ce qu'elle voulait c'était surtout pouvoir vivre de sa musique, et tout ce qu'il y avait autour de ça, le show business, la célébrité, l'hypocrisie du milieu, tout ça, ça l'a angoissée au point où elle pense que ça a été un frein dans sa carrière, parce qu'elle détestait être à Paris. Le week-end, elle sortait pas dans les soirées, elle rentrait directement chez elle à Lyon, elle essayait pas de se faire amie avec tout le monde, et puis, après ce premier album qui a été un raz-de-marée, elle a décidé de faire un petit break, et ce n'est que 2 ans plus tard, en 2009, qu'elle sort son 2e album, en sachant très bien que c'est dur de revenir après un énorme succès. Les textes de ce 2e projet sont encore plus travaillés, les sonorités plus larges, plus pop. Une grande partie du projet est produite par Skalpovich, qui en profite pour glisser dans une des chansons la voix d'une jeune femme, qui est sa petite protégée et qui est encore très inconnue à ce moment-là du grand public. Dites-moi dans les commentaires si vous avez reconnu sa voix, on en parlera bientôt dans une prochaine vidéo. Mais malgré cette évolution, le public ne suit pas et le succès redescend. On passe de 450 000 ventes avec le premier album à environ 30 000 exemplaires vendus avec le 2e. Les médias la cassent, certains remettent en cause sa légitimité chez Motown France, en disant que sa musique n'est pas de la vraie soul, on lui colle une image de fille torturée, de pleureuse qui ne chante que des chansons de rupture, et durant cette même période, Diams est dans un véritable tourbillon médiatique suite à des photos volées, on a pu l'apercevoir porter le voile. Et si vous avez vu ma vidéo, vous savez qu'à l'époque, elle avait décidé de ne pas communiquer avec les journalistes. Résultat, c'est Vita qu'on va interroger sans arrêt. Les journalistes la prennent pour la porte-parole de Diams, et elle se retrouve parfois lors de ses promotions à devoir répondre à des questions sur Diams, et c'est vrai qu'au fil des années, c'est toujours ce qui est un petit peu resté. On l'a toujours associée à la rappeuse, et à chaque interview, il y a toujours une question à propos de Diams. Et en voyant tout ce bazar, elle, ça va un peu la dégoûter, et elle va prendre une décision radicale. Elle va disparaître de la scène médiatique pendant 4 ans. À l'époque, beaucoup pensaient qu'elle avait totalement arrêté la musique. En réalité, elle avait juste besoin de souffler, de s'éloigner, de redescendre aussi parce que ça a été très intense en si peu de temps et elle avait quand même un peu du mal à s'adapter à tout ce milieu-là qui n'était pas le sien. Et elle va surtout se consacrer à un rôle durant cette période qui va tout changer pour elle, celui d'être mère. On est maintenant en 2013, et Vita décide enfin de revenir dans la musique et de se lancer avec un nouvel album, sauf que pendant ces 4 années d'absence, tout a changé. Les tendances musicales ont évolué, le R&B des années 2000 n'est plus au centre, et elle sent vite qu'on cherche un peu à lui faire payer son manque de présence. Certains programmateurs de télé ne s'intéressent plus à elle, on ne l'invite pas pour défendre son retour, un peu comme si elle avait disparu pendant trop longtemps du paysage médiatique. Après l'échec de son 2e album et ses années consacrées à sa vie de famille, Vita sait qu'elle n'a plus le droit à l'erreur. 4 ans se sont écoulés et cette fois-ci, il faut frapper fort, sortir de l'image de la chanteuse R&B mélancolique et surtout revenir avec un single capable de cartonner en radio, donc qui d'autre rappeler que le seul et l'unique qui est en train de tout cartonner avec son premier album, Maître Gims. C'est les mecs comme moi, très souvent ça déçoit, très souvent ça disparaît, ça fait de sales histoires. Le hasard fait bien les choses, Gims travaillait avec le mari de Vita pour sa marque de vêtements, et c'est comme ça qu'ils se rencontrent. À la base, aucun feat n'était prévu, avant qu'ils ne changent la vie, et heureusement pour elle parce que le titre qu'ils vont faire ensemble va complètement relancer sa carrière. Le morceau se classe numéro 1, devient un énorme succès, et c'est surtout un ovni dans la discographie de Vita. On passe de balade R&B à un titre électro très dansant, full autotune. Dites-moi dans les commentaires si vous vous souvenez de ce moment, mais moi je me souviens que c'était très lunaire en fait d'entendre Vita dans ce registre. Gims lui présente ensuite un compositeur clé, Renaud Robillo. À ce moment-là, c'est lui qui signe une bonne partie des plus gros hits de la section d'assaut. Et avec Renaud Robillo, Gims et la chanteuse Karine, ils construisent le 3e album de Vita, Ici et Maintenant, qui se vend autour de 50 000 exemplaires, dont les ventes sont en grande partie dues au succès du titre Game Over. Parce que je vous laisserai écouter l'album si vous le souhaitez, mais il y a vraiment un très gros décalage entre ce premier single Game Over et le reste des chansons de l'album. Malgré ce succès, Vita ne se sent pas encore épanouie parce que son label ne croit pas réellement en elle, la promotion est minimale et elle se sent bridée dans ses choix artistiques. Comme Maître Gims l'a fait avant elle, elle tente de se diversifier musicalement et de s'adapter aux tendances qui changent.
En 2015, elle signe sur le label MMC de Gims et Pascal Nègre et sort un 4e album très marqué par l'électro, calibré pour les radios, et malheureusement ça prend pas. C'est encore un nouvel échec, mais c'est très important de rappeler que on était dans une ère où la musique à ce moment-là c'était hyper compliqué en général. Et ça l'était aussi pour une certaine tranche de chanteurs qui faisaient partie du R&B français et qui étaient considérés comme ringards. C'était soit ils continuaient de collaborer avec des rappeurs parce que c'était dans la continuité de ce qu'ils faisaient avant, soit ils prenaient un virage et tentaient d'aller dans la chanson française, mais c'était dur de pouvoir s'inclure là-dedans. Ils sont nombreux à ne plus trouver leur place dans la musique française, et surtout les médias refusent de les mettre en avant. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que depuis 2006, tout le monde connaissait Vita, tout le monde connaissait au moins un titre de son répertoire, mais c'était pas suffisant pour qu'on l'installe définitivement dans le paysage musical français. Elle manquait encore de cette espèce de légitimité pour imposer ses choix, pour être diffusée, et surtout pour être prise au sérieux. Et c'est à la fin de l'année 2017 que tout va changer. À force d'enchaîner les désillusions, Vita commence à se questionner et elle se demande si elle ne ferait pas mieux d'arrêter la musique. Et c'est là que son mari, avec un regard beaucoup plus entrepreneurial qu'elle, lui fait réaliser quelque chose d'essentiel. Contrairement à beaucoup d'artistes, Vita a une vraie force, elle n'est pas seulement interprète, elle est aussi auteur et compositeur. Elle n'a pas besoin d'attendre qu'on lui donne des chansons, elle peut les créer elle-même. Il l'encourage alors à récupérer son contrat d'artiste et à reprendre totalement le contrôle de sa carrière, et ensemble ils vont créer leur propre structure, Indifference Prod. Lui s'occupe de la partie business, elle de la partie créative, et avec leur manager, Saïd, ils forment désormais un trio soudé qui décide de tout. Cette fois-ci, Vita ne dépend plus d'un label qui lui dit quoi chanter, ou dans quelle case rentrer, et pour son 5e album, qui s'appelle J4M, il décide justement de casser ces cases. Là où on a toujours essayé de la limiter à être dans un seul style, ils vont cette fois-ci décider d'exploiter toutes ses facettes. Vita collabore avec Stromae, avec Jul, mais aussi avec Claudio Capeo, L'idée est claire, il faut parler à plusieurs publics à la fois. Le rap, la variété, la pop, sans choisir l'un contre l'autre. Et ce pari va payer parce que l'album et surtout la réédition lui permettent de dépasser les 200 000 exemplaires vendus avec plus de 10 singles, dont 2 parmi eux qui seront chantés avec un artiste qui va ouvrir un tout nouveau chapitre dans la carrière de Vita. Ce qui est beau dans cette histoire, c'est que l'artiste qui va aider à l'explosion de la carrière de Vita, il a presque le même parcours qu'elle. Slimane, comme elle, chantait depuis des années dans l'ombre et ne recevait que des refus. C'est en réinterprétant la chanson À fleur de toi, plus de 10 ans après la sortie du titre, qu'il se présente au casting de The Voice et qu'il gagne l'émission. Sa carrière décolle et quelques années plus tard, son chemin et celui de Vita vont se croiser. Ils collaborent ensemble sur l'album de Vita, et très vite, il y a quelque chose d'évident qui va se créer entre eux. Vita considère Slimane comme son petit frère, et face au succès immense de leur premier duo, ils se lancent dans un album commun qui s'appelle Versus, et qui sort en 2019, et qui va entrer directement numéro 1 des ventes, jusqu'à dépasser le 1 million d'exemplaires vendus. Il devient l'album le plus vendu en France en 2020, il remporte une victoire de la musique et pour Vita, c'est tout simplement le deuxième plus gros succès de sa carrière 14 ans après À fleur de toi. Et désormais pour l'un comme pour l'autre, plus personne ne peut remettre en question leur légitimité dans la musique. Ils sont désormais des chanteurs adoptés par le public français et ils sont définitivement installés dans le paysage musical. Pendant plusieurs années, leur duo est omniprésent, 2 rééditions de l'album, des tubes à la chaîne et une tournée gigantesque qui va durer presque 3 ans à cause du Covid, plus d'une centaine de dates, des retours dans les mêmes villes jusqu'à remplir la Défense Arena. Je vais être très honnête avec vous, je fais pas spécialement partie de leur public, et d'un point de vue extérieur, je pensais qu'ils avaient vraiment sorti plusieurs albums ensemble, alors qu'en réalité, tout ce raz-de-marée repose sur un seul et unique projet qui a été décliné en plusieurs rééditions. Dans le même temps, Vita enchaîne les collaborations, un album commun avec Amel Bent et Camélia Jordana, et cette période va complètement cimenter sa carrière. Elle n'a jamais autant travaillé avec d'autres artistes, et c'est aussi ce qui lui permet d'atteindre un public encore plus large. Et en revanche, il y a aussi beaucoup de personnes qui justifient le succès de Vita grâce au duo qu'elle fait, et il y en a beaucoup qui disent qu'elle ne serait pas capable d'atteindre ces chiffres toute seule. Alors que, paradoxalement, c'est peut-être justement sa plus grande force, savoir s'entourer d'autres talents, et reconnaître qu'avec les autres, elle peut avancer plus loin et s'équilibrer avec d'autres univers. Et vous allez voir qu'à l'avenir, ça pourrait bien rester comme ça, et qu'on n'entendra certainement plus aucune chanson de Vita seule.
Vita a réussi quelque chose de rare, résister au temps qui passe et s'ancrer durablement dans la chanson française. C'est quelque chose qui est rare parce qu'il n'y a pas beaucoup de chanteuses des années 2000 qui sont encore présentes aujourd'hui, en 2026, avec un succès durable. Et après plus de 20 ans de carrière, elle a pris une décision forte, sortir un album qui serait le dernier de sa carrière. En octobre 2023, elle dévoile son dernier album qui s'appelle sobrement Charlotte, son vrai prénom, comme une manière de tomber le masque. Et pour la première fois, elle accepte de se montrer plus telle qu'elle est, elle qui a toujours été très pudique sur sa vie. Elle parle davantage d'elle, de ses peurs, de ses complexes aussi. Malgré l'image de femme forte qu'on a souvent projetée sur elle, Vita a longtemps été très mal à l'aise avec son physique, avec le regard des autres, et dans son documentaire qui est sorti il y a quelques mois, elle explique que si on la voit toujours que d'un côté, que de profil, c'est parce que l'autre côté elle peut pas le saquer. Elle est vraiment très mal à l'aise avec son image. Le premier clip de ce projet est d'ailleurs très symbolique, on y voit l'enterrement de la chanteuse Vita pour laisser place à Charlotte, la femme derrière l'artiste. Et si cet album est annoncé comme le dernier, c'est pour plusieurs raisons. D'abord parce que le format même de l'album a changé. Aujourd'hui, la musique se consomme surtout titre par titre sur les plateformes, et l'idée de construire un projet de 12 à 15 morceaux n'a plus le même sens qu'avant. Et aussi forcément la réalité des chiffres. Son aventure avec Slimane a été gigantesque, Versus et ses rééditions ont dépassé le 1 million d'équivalents ventes. Charlotte, son album, sorti fin 2023, tourne autour des 100 000 ventes. Ce qui est déjà un très beau score, mais ce qui montre aussi une autre chose, le public de Vita et Slimane est devenu un public à part entière qui est différent de celui de Vita seule. Et la dernière raison de pourquoi c'est son dernier album, c'est parce qu'aujourd'hui elle a 43 ans. Même si pour le public français on a l'impression que ça fait pas si longtemps que ça qu'elle est présente, parce que ça fait même pas une dizaine d'années en fait qu'elle est vraiment implantée dans le paysage musical français. Alors bien évidemment on est aussi nombreux à se souvenir de l'album À fleur de toi ou de Confessions nocturnes, mais en fait ça fait pas que depuis ce moment là qu'elle a commencé la musique, ça fait bien longtemps. Et je pense que si on ajoute toute la période où elle était active mais qu'elle se battait pour qu'on la reconnaisse et que ça marchait pas, plus toute la période où en fait ça a vraiment pété sans qu'à s'y attendre, les deux réunis font que ça a peut-être été très intense mentalement et que ça l'a peut-être aussi un petit peu épuisée. Et aujourd'hui elle aspire à une vie un petit peu plus discrète, plus tournée vers l'ombre que vers la lumière. Elle veut écrire pour d'autres artistes, chanter de temps en temps en collaboration, mais surtout être plus présente pour sa famille. Je suis auteur aussi, je compose, et je pense que si dans 10 ans, j'en ai marre d'être sur le devant de la scène, je me vois bien écrire pour d'autres artistes aussi. Elle a 5 enfants si on compte ceux de son mari, et son dernier est né en pleine tournée avec Slimane. Elle montait encore sur scène à 6 mois de grossesse, elle emmenait son bébé en poussette dans les coulisses des concerts, des émissions, et dans le documentaire qu'elle a sorti fin 2024, on comprend à quel point cet équilibre a été difficile. Elle culpabilise de partir, de laisser ses enfants, de courir d'une ville à l'autre. Depuis le début de sa carrière, en fait, elle a jamais aimé la promo, les plateaux télé, le showbiz. Ce qu'elle aime, c'est créer en studio, écrire, monter sur scène, et puis rentrer chez elle, retrouver les siens. Tout le reste, ça la fatigue, ça l'angoisse, et il y a eu un événement en fin d'année 2023 qui a peut-être accentué cette volonté de partir de la musique. Elle a vécu un homejacking chez elle, il y a des hommes qui se sont introduits en pleine nuit et qui l'ont braquée avec sa famille. Récemment, elle a aussi partagé qu'il y a encore des cambrioleurs qui ont essayé de venir chez elle, donc je pense que c'est un traumatisme qui a renforcé son envie de protéger les siens et de s'éloigner petit à petit d'une exposition qu'elle ne maîtrise pas. Aujourd'hui, quand on regarde le parcours entier de la carrière de Vita, je trouve ça fou de se dire qu'elle ait mis autant de temps avant d'être acceptée par le public et par les gens de l'industrie. Parce que de base, elle est vraiment pas censée du tout avoir la carrière qu'elle a actuellement. Elle était trop variété pour le R&B, trop R&B pour la variété, et c'est finalement grâce à des belles rencontres que la vie lui a mis sur son chemin, et la loyauté de ses proches, qu'elle a pu vivre de sa musique, et avoir une belle carrière durable. Diams, tout d'abord, son amie la plus proche encore aujourd'hui, elles se parlent chaque semaine, et leur lien n'a jamais bougé. Il y a ensuite son mari qui lui a apporté une vision qu'elle n'avait pas, et qui l'a aidé à reprendre le contrôle de sa carrière, puis des artistes comme Maître Gims, Amel Bent, puis Slimane, qui ont donné une nouvelle dimension à son parcours. Son histoire, c'est vraiment la preuve qu'une carrière n'est jamais une ligne droite, et que derrière une chanson qu'on connaît tous par cœur, il y a parfois 15 ans de galère invisible et qu'on ne soupçonne pas tout ce que les artistes peuvent traverser en coulisses. Et que le talent, sans les bonnes personnes au bon moment, peut rester longtemps dans l'ombre avant d'exploser. Donc voilà, s'il y en a parmi vous qui sont dans cette situation, ne baissez pas les bras, parce qu'on ne sait jamais à quel point on est proche du moment où tout peut changer. Les amis, on est sur la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire c'est quoi votre son préféré de Vita, si vous la préférez maintenant ou si vous la préfériez à l'époque de Confessions nocturnes, À fleur de toi. J'ai réécouté l'album À fleur de toi pour préparer cette vidéo et j'étais vachement surpris parce que
bah c'est toujours autant une pépite, je trouve qu'il a pas du tout mal vieilli. Et pour tous mes gourmands qui sont en train de manger pendant qu'ils regardent cette vidéo, n'oubliez pas que si vous commandez pour la première fois, vous avez des repas à moins de 3 € par personne sur votre box HelloFresh. Et avec ça, le dessert au choix offert à vie avec le code NostalgieKid. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.